Bonjour à tous, cette belle émission, enfin nous allons voir, de Tête à Clash numéro 51 commence tout de suite avec 4 invités. Le premier s'appelle Charles de Bourbon-Parme. Monseigneur, bonjour. Bonjour messieurs, et je suis content de vous retrouver. Moi aussi, gérant de société, c'est ça. votre activité. Ok. Patrick Mignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Debout la France. Personne n'est parfait. Oui, et puis vous avez survécu au crash des européennes. Oui, à peu près. Hein, ok, très bien. Benoît Dumoulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de L'Incorrect. Exactement. Qui est là, L'Incorrect? Vous m'avez dit que le prochain est vraiment à l'imprimerie quasi, hein, c'est ça? Le prochain, oui, il portera sur la PMA, puisque vous savez que le Premier ministre vient d'annoncer, Oui. lors de son discours de politique générale, l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Donc, L'Incorrect s'empare de ce sujet. Ok, nous reviendrons dessus une fois prochaine. Ce numéro-là, qui est encore en kiosque, est sur Steve Bannon. Et notre quatrième invité s'appelle Laurent Arthur Duplessis. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes journaliste et essayiste, Oui. avec une qualité particulière que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est votre intérêt pour les sujets internationaux? Oui, La géopolitique? La géopolitique, la politique internationale, les relations internationales. Très bien. Eh bien, dans quelques minutes, nous allons en parler. D'ailleurs, nous nous retrouvons dans quelques secondes. À tout de suite. Alors, le premier sujet, c'est Christophe Castaner. Christophe Castaner, dans le JDD, c'est une lecture que je vous recommande. C'est approuvé par Benoît Dumoulin, le JDD, le dimanche? Oh, ben, disons qu'on le... Ça ne fait pas partie des journaux que j'achète, mais D'accord. on le feuillette sur Internet, quoi. Oui, bah c'est le seul du dimanche avec le Parisien. Alors, dans le JDD du dimanche, donc Christophe Castaner est revenu sur la notion de quota migratoire. Donc, en fait, un sujet qui est un peu surprenant pour La République En Marche, puisque c'est un sujet qui avait été exclu pendant la campagne des présidentielles, qui était revenu un petit peu lors du grand débat. Ça avait été abordé par le président de la République lors du grand débat. Moi, je voulais savoir, messieurs, si vous pensez qu'il est temps d'aborder ce sujet et avoir votre opinion sur ce sujet. Alors, Vous me regardez. Oui, je vous regarde, bien sûr, ça m'intéresse. Déjà, je vais faire un préalable, Oui. que les choses soient bien claires. Même si on est opposé à toute forme d'immigration, on ne remet nullement en cause le droit d'asile. Le vrai droit d'asile, c'est-à-dire celui qui concerne des personnes menacées dans leur corps, dans leur chair, dans leur liberté, pour leurs opinions ou pour leur position. Donc je le différencie grandement de ce faux droit d'asile qui est aujourd'hui appliqué, qui est lié à une immigration, je dirais, de type économique. Faut-il des quotas ? À l'évidence, oui. Parce que le concept de l'immigration zéro est une lubie pour nous. C'est totalement impossible. J'ai été dans une vie antérieure pilote de ligne, commandant de bord, et j'ai fait plusieurs fois des reconduites frontières. Et je peux vous dire que c'est une vue de l'esprit. Même si j'y étais favorable, ça coûte une fortune, un pognon de dingue, selon les termes de quelqu'un de connu. Donc voilà, les quotas, bien sûr, et surtout pour une raison très simple, c'est qu'une fois qu'on a défini des quotas, on fait comprendre aux gens que s'ils sont hors quota, eh bien, on a une raison de plus de ne pas les admettre. D'autant que ces quotas ne sont pas décidés par vous, par moi, ou par... Ils seront décidés par la représentation nationale, donc par nos députés. Donc pour moi, oui, c'est essentiel d'avoir ça. Et en plus, la super vertu, c'est qu'on admet de reconnaître qu'il y a un problème d'immigration en France, quand même. Mais, Patrick Mignon, c'est donc un sujet dont doit s'emparer l'Assemblée nationale. Ah oui, absolument. D'accord. Absolument, la représentation nationale, pas seulement l'Assemblée nationale, le Sénat également. Ok. Benoît Dumoulin, les quotas migratoires, ils peuvent concerner 4 types de populations. En gros, Oui. l'immigration humanitaire, économique, familiale et étudiante. et étudiante. Ouais. Bon, mais attention, oui, certes, c'est intéressant d'en discuter. C'est une vieille idée, vous savez, Sarkozy en avait déjà parlé, ça n'a jamais été mené à son terme. Ça date de 2007, je crois. Exactement. Mais, et c'était Brice Hortefeux, à la tête du ministère de l'immigration et de l'identité nationale, qui était chargé de les mettre en œuvre. Mais attention, ne nous leurrons pas, c'est pas, à mon avis, le sujet principal. Là, on est dans l'affichage macronien pour essayer de faire un équilibre entre un coup à droite, un coup à gauche. C'est un truc politique pour vous uniquement dans la perspective des municipales? Non, je ne pense pas que ce soit que politique, parce que, ça a été dit précédemment, il y a un vrai problème, il y a une question migratoire, et donc qu'on agite la question des quotas me semble en soi légitime, enfin, oui. C'est une vraie question qui est soulevée, mais le principal problème n'est pas...
avant tout celui-là. C'est-à-dire que le principal problème, c'est la qualité de l'immigration. C'est-à-dire que c'est pas pareil. Et la question du quota ne répond pas à ça. C'est pas pareil quand vous avez l'immigration d'un plombier polonais, ou d'un qui a de culture chrétienne, ou d'un Pakistanais, ou d'un réfugié du Darfour. Bah, attends, Benoît, d'abord, il y a l'immigration intra-européenne, et celle-ci, elle n'est pas dans les histoires de quotas. Alors déjà, mais elle pourrait y être si, justement, on révisait les accords de Schengen. C'était tout l'enjeu de l'élection européenne. Mais je la mets à part. Ensuite, je pense qu'il faut s'interroger, outre sur la question de la quantité, sur la question de la qualité. C'est-à-dire, encore une fois, quelqu'un qui partage notre culture, je pense par exemple à un chrétien d'Orient, c'est pas pareil que quelqu'un qui ne partage pas. La qualité n'étant pas la qualification. Non. C'est-à-dire, c'est pas vraiment la qualification, c'est la possibilité de s'intégrer à notre culture. Ça ne veut pas dire forcément que la personne a toutes les qualifications. C'est encore autre chose. Je reviendrai là-dessus. Et voilà, exactement. La troisième chose qui me paraît fondamentale, c'est de s'interroger sur la capacité, cette fois-ci, d'intégration. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire on limite l'immigration à tant et tant par année, mais c'est aussi de savoir, une fois qu'ils sont là, qu'est-ce qu'on en fait. Donc, avoir une immigration de qualité, en quantité diminuée, et puis surtout, savoir intégrer. Et là, on en reparlera, mais c'est ça qui est le plus important. Charles de Bourbon-Parme, quel est votre regard sur ces histoires de quotas intra-européennes, extra-européennes? Le problème est dormant ou pas, on verra ça comme on veut, depuis longtemps déjà. Je suis d'accord avec un peu tout ce qui est dit jusqu'à maintenant, mais ce que je dirais, c'est qu'on prend le problème à l'envers. Moi, je dirais qu'on pourrait simplifier les choses. On pourrait dire qu'au-delà d'un certain nombre de chômeurs en France, on n'accueille personne. Sauf peut-être dans les cas de vie ou de mort, des choses comme ça. Donc, mais il devrait y avoir une ligne rouge. L'immigration humanitaire, on va dire. Il devrait y avoir une ligne, exact. Il devrait y avoir une ligne rouge en fonction du nombre de chômeurs en France. Et quand la ligne est atteinte, eh bien, on n'a plus les moyens d'accueillir qui que ce soit. Sauf que, par exemple, accueillir des étudiants, c'est aussi faire rayonner la France. J'ai moi été étudiant dans un pays étranger, moi aussi. Et j'ai demandé un visa. Il m'a été accordé ou pas. J'ai eu de la chance, il m'a été accordé. Mais ça marche dans beaucoup de pays dans le monde. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas en Europe ou en France. D'accord. Donc ce serait OK. Donc là, on parle immigration étudiantine, celle-ci, elle est de toute manière soumise à des notions de visa, des notions d'admission, tout ça. Et puis, il faut que les étudiants puissent souvenir à leurs besoins. Enfin, moi, quand j'ai été étudié à l'étranger, il fallait que je prouve que j'avais un toit et que j'avais de quoi me nourrir tous les jours. Okay. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que l'immigration étudiante, elle est souvent sous-évaluée. Et en réalité, il y a environ 200... Alors, je vais essayer de même vous retrouver le chiffre. 247 000 immigrés avec des cartes de séjour. Ça, c'est les chiffres 2017. Et sur cela, la première immigration, c'est l'immigration... Ça a un tout petit peu augmenté en 2018. OK, là effectivement, j'ai trouvé les chiffres 2017. Les chiffres de 2017, c'est la première source d'immigration, c'est l'immigration familiale, 88 000. La deuxième source d'immigration, c'est l'immigration étudiante, 80 000 étudiants. Donc ça, c'est un phénomène majeur et qui est d'ailleurs plutôt en augmentation, vu la bonne réputation des écoles françaises. Et du coup, des écoles françaises. Et du coup, des écoles françaises. Mais le principal problème, vous l'avez pointé, c'est quand même l'immigration familiale. C'est-à-dire que dans les 4 que vous avez cités, s'il y en a une sur laquelle il faudrait vraiment mettre le paquet, c'est l'immigration familiale, parce que là, pour le coup, la capacité à s'intégrer dans le pays, à adopter les coutumes, les mœurs, et elle n'est pas du tout remplie. Et on sait très bien qu'en plus, que Emmanuel Macron a élargi les possibilités aux frères et sœurs, par exemple, de personnes se situant en France, de venir sur le territoire national. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a un excès, puisque vous avez des gens qui ne connaissent pas du tout la France, qui n'ont pas le désir de s'intégrer et qui viennent uniquement pour les prestations sociales parce qu'ils ont un frère ou une sœur. On va revenir sur cette notion, parce que derrière ça, il y a une question d'examen, d'intégration, de validation des connaissances. On va revenir là-dessus, c'est un sujet sur lequel j'ai quelques billes. Laurent Arthur Duplessis, quel est votre regard sur ce sujet? Bien, mon regard, c'est que le ministre de l'Intérieur propose donc un débat sur les quotas. Des débats, il y en a. Et en fait, tout ça, c'est une esquive pour ne pas prendre ses responsabilités pour ce gouvernement et pour cette majorité parlementaire. C'est de ne pas trancher dans le vif, c'est de ne pas assumer une responsabilité politique face
à la question de l'immigration. Il serait temps de prendre des décisions et non plus de débattre. Mais de quelles décisions parlez-vous? Eh bien, justement, dans le sens déjà de tout ce qui vient d'être dit, il est clair que nous avons 2 pays qui nous offrent chacun un exemple de ce qu'il faudrait faire. Le Canada, l'Australie. Oui. Ces 2 pays ont une vision assez stricte, d'abord, de l'acception du terme d'asile, le droit d'asile. Nous savons que la France et l'Union européenne en général est très peu regardante sur la réalité. En quoi sont-ils plus restrictifs, ces 2 pays? Ils ont une pratique plus restrictive. Ils examinent de plus près les fondements d'une demande d'asile. Oui. On sait très bien que nous avons un flot migratoire en Europe avec la passoire Schengen, où beaucoup de gens demandent à entrer en Europe au prétexte qu'ils seraient des réfugiés politiques, alors que dans bien des cas, ils ne sont pas réfugiés politiques, ils sont simplement migrants économiques. C'est le cas des Albanais. Patrick Mignon, vous avez explicitement exclu des quotas le droit d'asile, en fait le refuge Bien sûr, politique. Pour nous, le droit d'asile est fondamental, la protection de la personne humaine, quand il est avéré qu'elle est menacée, quand on ne se cache pas derrière un smartphone. Mais quand quelqu'un vient d'une ville, d'un pays en guerre, comment peut-on le faire? Il y en a beaucoup qui ne viennent pas d'un pays en guerre. Il y en a beaucoup, justement, qui ne viennent pas. C'est pas ça le droit d'asile. Vous savez, dans les chiffres mais dans les chiffres que vous avez cités, la majorité des migrants actuels sont les Albanais, je crois, juste derrière. Les Albanais, les Érythréens et les Pakistanais. Voilà. Les Albanais. Alors les Érythréens peuvent être menacés, ils l'ont été il n'y a pas si longtemps que ça. Les Albanais avaient une dictature communiste délirante sous Enver Hoxha, mais aujourd'hui ils ne sont pas menacés, les Albanais. Et pourtant ce sont les Albanais qui, dans leur migration, ont créé le problème du Kosovo qu'on voit 10 ans plus tard, entre parenthèses. Donc voilà. Et pourquoi ceux-là viennent-ils principalement là? Économique. Mais c'est pour les prestations sociales, économiques, sociales. C'est pour ça que nous, on proposait déjà un moratoire de 5 ans, avant, un peu comme dans pas mal de pays, avant que les gens puissent bénéficier de prestations. Je dirais que le niveau d'information de ces migrants concernant la géographie des prestations sociales en Europe dépasse l'imagination. Et notamment les réseaux de passeurs les informent si besoin est. Il y a toute une économie parallèle là derrière. Or, la France est de tous les pays d'Europe le plus attractif dans ce domaine. Donc la France, évidemment, est une destination privilégiée pour justement toute cette migration. Au moins un pays de transit, puisque aussi beaucoup d'immigrés veulent aller en Grande-Bretagne. Oui, pas tous. Mais là, pour les Afghans, peut-être, les Pakistanais, mais c'est pas vrai, pas pour les autres. Mais vous aurez une mesure toute simple à prendre, c'est vous donner des prestations sociales à des personnes qui ont 3 ans de résidence légale sur le territoire français, et là, vous supprimez la pompe aspirante. De résidence légale et surtout, de travail légal. Et surtout, vous interdisez. Juste une chose, je voudrais aller jusqu'au bout de cette idée. Quelqu'un qui arrive en France et qui a une résidence légale dès le départ, pour une raison c'est-à-dire une autorisation de résider. Une autorisation, une carte de séjour, on va dire, vous ne lui accorderiez des prestations sociales qu'au bout de 3 ans? Au bout de 3 ans. D'accord, mais alors comment il fait pour se soigner pendant 3 ans? Il a ses... Mais si vous lui avez accordé cette autorisation de venir, c'est qu'il a présenté des garanties financières, un peu comme on demande aux étudiants, ou alors il a présenté un contrat d'une entreprise qui certifie pouvoir l'embaucher, etc. Où il a les moyens de s'assurer. Et où il a les moyens de les assurer. Et prestations sociales classiques. Et par contre, les 3 ans sont donc mis à profit pour vérifier, 1, qu'il est capable de s'intégrer, et 2, qu'il respecte nos lois. D'accord. Et notre culture. Et notre culture. Alors, j'ai entendu un intervenant politique qui, je crois, avait regardé les questions que l'on posait aux immigrants qui ont récemment prêté serment. Vous savez, ça se fait régulièrement dans les préfectures et dans d'autres lieux symboliques. Et il disait, lui, que il y avait 2 questions auxquelles il serait bien en mal de répondre. Lesquelles? Alors, je ne suis pas allé explorer, j'ai écouté ça récemment. Je n'ai pas eu le temps de travailler le sujet, auquel je me fais piéger par vous, Patrick. Non, je ne veux pas vous piéger. J'ai bien compris, mais l'idée, c'est intéressant comme quoi peut-être que même pour ces gens-là, il y a un niveau d'exigence qui est peut-être un peu excessif. Très franchement, si on est capable, un peu comme au permis de conduire, de poser des questions pièges pour dire on ne peut pas vous accepter, puisque ces questions, nous-mêmes, Français d'origine, dirions-nous, nous serions bien en mal d'y répondre, c'est que c'est vraiment à retirer. L'objectif n'est pas là. On doit avoir le courage de ce qu'on veut faire. Je voulais revenir sur ce que disait Benoît Dumoulin.
La qualité, excusez-moi, je vous laisserai la parole après. La qualité des gens, oui. Les quotas sont là pour définir des quantités et aussi effectivement vérifier des qualités. C'est-à-dire que c'est les deux faces d'une même pièce. Je suis pas sûr que dans la Constitution vous pouvez le mettre la qualité. Dans une loi, vous écoutez, pouvez pas... excusez-moi, mais au Canada, dont on a parlé, le Canada, il fait des quotas en fonction des branches socio-professionnelles dans lesquelles ils ont besoin. Ça correspond à des besoins. Nous, on reçoit les bacs -5 et on perd nos bacs +5. Vous avez parlé également... C'est un vrai problème, c'est une perte de richesse pour la France. Vous avez mentionné ensuite un sujet très intéressant, c'est l'intégration. Et l'intégration, déjà, c'est un affaiblissement pour moi. Parce que j'ai eu la chance, mais la différence est notable. J'ai eu la chance d'assister, je vous l'avais dit la dernière fois d'ailleurs, à une conférence tenue par Malika Sorel-Sutter, ancienne membre du Haut Comité à l'intégration de Sarkozy, à l'Assemblée nationale, à huis clos. À huis clos pour une raison bien simple, c'est que les propos qui s'y sont tenus étaient plutôt crus. Eh bien, elle nous a clairement expliqué qu'on était passé insidieusement de l'assimilation républicaine du temps de De Gaulle à l'intégration. Même moins, à l'insertion. Après l'intégration, on en était passé à l'insertion. Voilà. Et je rajoute qu'aujourd'hui, on en est passé à l'adaptation. Et l'adaptation, en plus, c'est les gens locaux, les indigènes, les gens de souche qui s'adaptent aux nouveaux arrivants. Donc, et ça, c'est destructeur. Assimilation avant, intégration, insertion, selon Malika Sorel-Sutter. Et moi, je rajoute qu'aujourd'hui, on n'est même plus dans l'insertion, puisqu'il ne s'insère pas. On est sommés, nous, de nous adapter. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je rappelle que Alain Juppé lui-même a qualifié dans le Figaro 2016-2017, je ne sais plus, l'assimilation comme une ineptie. Vous vous rendez compte que pour Monsieur Juppé, l'assimilation est une impossibilité, une ineptie, une incongruité. C'est incroyable. Quelle est la différence entre assimilation et intégration ? Juste pour vous en quelques mots, pas sûr de la si vous avez une intégration, vous commencez à faire du communautarisme, c'est-à-dire que vous restez dans l'esprit d'une communauté qui accepte de s'intégrer. Le stade en dessous, c'est l'insertion, c'est-à-dire des communautés qui ne s'intègrent pas, mais qui sont en patchwork, comme aux États-Unis. L'assimilation, c'est quand vous venez, vous abandonnez votre culture. Si vous venez dans un pays, c'est pas pour y transposer votre ancien pays, c'est pour accepter, parce que vous pensez que vous vivrez mieux dans le pays d'accueil. Mais est-ce bien réaliste, Patrick, si demain vous allez vivre... Regardez Zemmour, Finkielkraut, ça avait fonctionné. Autrefois, ça marchait. Bien sûr. Comme Charles de Bourbon-Parme, il est allé, moi aussi, j'ai fait des études. Attendez, il est français. J'ai fait des études à l'étranger. J'ai fait des études à l'étranger. Alors, il y avait même un débat à cette époque où il y avait énormément d'émigrants cubains, portoricains, etc. Vous étiez en Floride ? J'étais aux États-Unis, en Floride, où il y a énormément d'hispanophones. Eh bien, il y avait tout un débat sur est-ce que les universités doivent donner des cours en espagnol. Alors, ils se sont intéressés à moi, parce que j'étais français. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Et je dis, mais hors de moi de pouvoir imaginer... de réclamer ce que les cours me soient donnés en français. Mais bien sûr. Les États-Unis m'accueillent pour me donner une éducation et une instruction. Ce n'est pas à moi de leur dire comment ils doivent le faire. Si ça me plaît pas, je vais ailleurs. Et puis c'est tout. Tout à fait d'accord. Voilà. Enfin, pour moi, c'est du bon sens, tout ça. Mais je pense aussi que l'émigration en France, il faut qu'on ait une politique commune européenne. Parce que tant que ça ne sera pas quelque chose de commun dans l'Europe, il y aura toujours un pays européen pour faire... On a du mal avec le SMIC, alors on a... Qui servira de pompe aspirante, et ensuite, tout le monde partira dans tous les sens. Laurent Arthur Duplessis, est-ce que vous trouvez très logique ou très réaliste ? Imaginons que demain, vous alliez habiter en Nouvelle-Zélande. Vous n'allez pas devenir néo-zélandais en quelques années, voire quelques dizaines d'années. Vous allez rester un franco, peut-être un peu... Vous auriez pu dire la Corse, pareil, hein. Alors là, je vais vous dire, on n'a pas du tout envie d'avoir des bons... Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup pour cette belle remarque. Mais si je voulais m'installer en Nouvelle-Zélande, ce qui n'est pas le cas, mais je n'aurais pas forcément envie de cesser d'être français pour autant. Et pourquoi demander à des gens venant d'ailleurs d'immédiatement se fondre dans la population ? C'est sur plusieurs générations. Vous vous rappelez le droit du double sol qui existait au 19e siècle. Ça veut dire que celui qui naissait
naissaient sur le territoire français, mais dont les parents étaient eux-mêmes nés sur les territoires français, donc des étrangers sur plusieurs générations nés sur le territoire français, devenaient français dès la naissance. Mais c'est l'assimilation, l'assimilation sur deux générations. Je vous précise quand même une chose, c'est que le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ne donnent pas comme ça leur nationalité aux gens qui arrivent chez eux. J'ai un neveu, par exemple, qui vient d'acquérir la nationalité australienne, mais il a le double nationalité, mais il a mis quasiment 10 ans. Oui, avant de l'obtenir. Et il a fait toutes ses études d'ingénieur là-bas. Il a fait toutes ses études d'ingénieur là-bas. Il vit là-bas. Et c'est un ingénieur d'excellente qualité. C'est pas un bac-5. Nous, on distribue la nationalité à tout le monde comme ça. Ça lui enlève de la valeur. Ça lui enlève de la valeur, et puis on fait couler le bateau. On a un chômage énorme. On a des populations de jeunes qui, en même temps, se tournent les pouces et ne sont pas formés parce qu'il y a toutes sortes de problèmes, y compris des problèmes culturels qui font que l'éducation nationale essuie un certain nombre d'échecs dans un certain nombre de banlieues parce qu'il y a d'énormes montagnes culturelles à surmonter. Et du coup, on a des jeunes qui arrivent à 18 ans pratiquement analphabètes et inemployables. Bon. Et puis on continue à faire rentrer à gros bouillon et on a un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il faut débattre. Oui, mais vous avez quand même aussi, dans tous les pays que vous avez cités, Nouvelle-Zélande, c'est pour ça que je plaisantais sur la Corse, Nouvelle-Zélande, Australie à une échelle différente et une localisation différente. Et enfin, Canada, ce sont des pays qui, à la différence de la France ou de l'Europe, ont des frontières qu'ils peuvent bloquer facilement. Les plus grandes frontières de ces pays sont leurs aéroports. Ça pose le problème de Schengen, ça. On est bien d'accord. Et puis pas seulement de la géographie européenne. De la géographie avec les points d'entrée. Et vous constatez qu'aux États-Unis, contrairement à ce que vous avez dit, Franck, aux États-Unis, bien qu'ils soient un pays unitaire, fédéral, à ce niveau-là, selon les États, ils ont des problèmes d'immigration différents. L'immigration au Nevada ou à la frontière mexicaine est totalement différente de celle qu'ils ont du côté du Maine ou du Utah. ou dans l'Utah. Ailleurs en plein milieu, c'est sûr. Allez, ce sera le mot de la fin parce qu'on a largement dépassé le temps qui nous était imparti. Merci messieurs, on se retrouve dans quelques secondes pour un sujet suivant. Tout de suite. Bonjour, le sujet suivant, c'est un sujet d'actualité internationale. C'est même un sujet de préoccupation grave, puisqu'on voit arriver une guerre, peut-être. En tous les cas, les manifestations, les prémices d'une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Alors, c'est assez ancien, ça date des accords nucléaires qui ont été dénoncés par Donald Trump quand il est arrivé au pouvoir, ça a 1 an. Mais on voit que les choses deviennent de plus en plus graves. Il y a eu récemment des attaques de pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Il y a un armement des deux côtés. Il y a un belligérant qui est l'Arabie Saoudite, engagé dans un conflit avec le Yémen. Bref, il y a une situation qui est en train de se catalyser. La température monte. Or, le détroit d'Ormuz, c'est un lieu où 1/3 du trafic pétrolier au monde passe. Donc c'est un point crucial pour la circulation de cette matière première. Nous allons profiter de la présence de Laurent Arthur Duplessis pour regarder cette situation et puis ensuite, bien sûr, je ferai un tour de table. Alors, elle est très inquiétante. Je livre une information que peut-être nos téléspectateurs n'ont pas. Oui. C'est que l'armateur japonais, parce que les 2 bateaux, il y avait un japonais et il y avait un Norvégien. C'est ça. Et sur lequel on a retrouvé une mine. Hein, alors, justement. Oui, l'armateur japonais Yutaka Katada a retransmis le témoignage de son équipage. Lequel a déclaré qu'un objet volant avait percuté le bateau et avait explosé, un objet volant, c'est-à-dire un missile, et donc pas une torpille ni une mine. Ça pourrait être un drone. Ça pourrait être un drone aussi. Un drone ou un missile. Mais en tout cas, d'après ce qu'il disait, c'était beaucoup trop rapide pour être un drone. Ah d'accord. Beaucoup trop rapide pour être un drone. Okay. Et les documents
donnés à voir par nos amis américains sont absolument étranges, parce qu'on ne discerne quasiment rien. Nos amis américains veulent absolument nous faire croire que c'était des mines. D'abord, c'est un mètre au-dessus du niveau de la mer. C'est typiquement comme ça que les missiles tapent. Oui. Exocet, notamment pour la guerre des Malouines. Par exemple. Il aurait frappé le pétrolier à quel niveau? Donc justement, juste au-dessus de la... Alors, les Américains, disons, ils ont été gentils. Ils ont mis la mine au-dessus du niveau de l'eau pour pas couler le bateau. Non, c'est parce que c'est un missile. Bon. Et pourquoi on maquille tout ça? On maquille tout ça parce que l'affaire est trouble. Pourquoi l'affaire est trouble? Si c'est un missile, et c'est un missile, il a été tiré soit par un sous-marin, soit par une batterie côtière. Oui. Bon. Une batterie côtière, on aurait vu ça facilement par les satellites, etc. Bon. C'est un sous-marin, manifestement, qui a fait le coup. Ouais. Mais l'Iran a la possibilité de tirer un missile depuis un sous-marin? Oui, mais je ne crois pas du tout que ce soit l'Iran. Ouais, c'est ça. Ouais. On dit aussi que on dit aussi que les gardiens de la Révolution auraient armé des poutres avec des lance-missiles sur l'épaule. Distinguons bien les choses. Donc, si je termine sur qui a fait le coup, les Saoudiens peuvent avoir fait le coup, ils ont des sous-marins. Ils ont tout intérêt à faire le coup. Et en étant couverts par les Américains. Et subsidiairement, Israël aussi est susceptible de faire ce genre de coup aussi. Bon. Alors, là-dessus, les poutres, oui. Il y a une tension qui monte entre l'Iran et les États-Unis depuis un moment. Et effectivement, les Iraniens prennent un certain nombre de mesures préventives en se disant, si jamais ça pète, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Mais manifestement, ils ne tiennent absolument pas à monter la pression, et sauf à penser que les Pasdaran ont échappé au contrôle du guide suprême Ali Khamenei, ce que je ne crois pas trop, je crois que ce n'est pas les Pasdaran. Je pensais même que ce n'est pas les Iraniens. Je ne pense pas que c'est les Iraniens, je pense que c'est les Saoudiens. Oui. C'est le plus vraisemblable. Bon. Ça expliquerait leur réaction. Quel est leur intérêt aux Saoudiens? Eh bien, c'est que Ben Salman et Riyad rêvent depuis des années que les États-Unis écrasent sur les bombes et les missiles l'Iran. Ça fait des années. Donc, et comme Ben Salman nous a prouvé à quel point il est va en guerre, puisqu'on le voit au Yémen, bon, il est dans sa logique. Et alors, comme en plus Ben Salman a d'énormes problèmes en interne, parce qu'il commence à avoir l'effet boomerang de toutes les rivalités princières qu'il a attisées en violant les règles successorales habituelles et en s'imposant, et en mettant aux arrêts un certain nombre de princes qu'il a libérés. On se souvient des anecdotes de ces princes enfermés dans les hôtels. Ben Salman a d'énormes difficultés internes parce qu'actuellement l'effet boomerang commence à se faire sentir en interne. Donc il a besoin en plus d'une diversion en externe. En plus. Et les Américains soutiendraient ça? Alors, les Américains, il faut bien distinguer le président, Donald Trump, qui contrairement à ce qu'on croit n'est pas du tout va-t-en-guerre. Il est comme le gorille des montagnes. Il se tape sur le torse en faisant beaucoup de bruit. En tout cas, il n'était pas pendant les campagnes électorales. Pendant les campagnes électorales, il a dit clairement « Arrêtons ces guerres stupides ». Mais regardons ce qui s'est passé en Corée. Il a fait beaucoup de bruit au début, Trump, pour finalement apaiser le jeu. Il a expliqué ça dans un bouquin dans les années 80. Il faut commencer par faire peur, il faut avoir l'air d'un fou, et puis après on négocie parce que les gens ont peur, donc on a de plus d'avantages. Bon. Et bien là, c'est pareil. Au départ, lui, Trump a tenu des propos fracassants, mais ce que je crains, c'est qu'il n'ait pas le contrôle absolu de la situation. Il y a un état profond qui n'en fait qu'à sa tête. Vous pensez à Mike Pompeo, son secrétaire d'État? Mike Pompeo, le secrétaire d'État, et John Bolton, le conseiller à la Maison-Blanche pour la sécurité. Et Jared Kushner aussi. Et derrière, le complexe militaro-industriel, qui est énorme et qui est très puissant, et je dirais aussi les services de renseignement américains qui sont un État dans l'État. Et je crains que Trump se fasse piéger par l'État profond et que les propos enflammés qu'il a l'habitude de tenir au début pour obtenir des avantages dans la négociation se retournent contre lui. D'ailleurs,
Un journaliste lui disait, Monsieur Trump, est-ce qu'on aura la guerre avec l'Iran? Il a répondu, j'espère que non. C'est pas très rassurant. C'est la réponse de quelqu'un qui ne contrôle plus rien. Bien sûr. Charles de Bourbon-Parme, je vous ai vu réagir à ce que disait Laurent Arthaud. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup pour cet exposé. Mais au service militaire, on avait des petits missiles qu'on mettait sur l'épaule, anti-char, ça marche très bien, ça fait un trou, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais ça fait des dégâts qu'il faut. Un exocète contre un tanker, le tanker il sera au fond de l'eau depuis longtemps. Non, mais il n'y a pas que les exocètes. Je ne sais pas. Oui. Mais non. Et en plus, c'était en mer et c'était des bateaux qui étaient en pleine avance. Ils n'étaient pas au mouillage, et c'était en mer. C'était au large. Maintenant, je pense que la guerre entre les États-Unis et l'Iran, elle date depuis le Shah d'Iran. Donc, elle est là depuis longtemps. Elle ne s'appelle pas comme ça, mais elle est là. Ouais. Et ils ont été bien malins de vouloir chasser le Shah d'Iran parce que tout le Moyen-Orient s'est enflammé avec ça. C'est bien malin d'accueillir Khomeini. Et il y avait Carter, ça c'était avant. Ça c'était un ouf le château. On aurait pu s'en débarrasser à ce moment-là. Ça a 40 ans. Vous avez dit le Shah d'Iran. Oui, ça a 40 ans, effectivement. Ça correspond aux élections de Carter. C'est Carter, c'est Giscard. Et ils se sont dit, on va mettre la main sur le pétrole iranien. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Bon, tout ça, je trouve ça très dommage. Mais vous la craignez, cette guerre qui est susceptible d'arriver les guerres ne commencent jamais là où on les attend. Donc, pour moi, c'est un peu trop gros, tout ce qui se passe en ce moment. Mais on verra. On verra ce que ça donne. Ce qu'on risque, c'est un dérapage. Vous avez raison quand vous dites que Trump parle trop et menace trop. On l'a vu faire avec la Corée. Non, mais je viens de dire la même chose, là. Je viens de dire qu'il parle beaucoup au début, et puis après, il calme le jeu. Je l'ai dit pour la Corée. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il est dépassé par un état profond qu'il n'arrive pas à contrôler, et qu'il arrive d'autant moins à contrôler qu'il a eu beaucoup de mal à faire jouer en sa faveur le spoil system, c'est-à-dire ce système qui fait que le président qui arrive met son personnel. Il n'avait personne. C'est ce qui est la tradition à Washington. Voilà. Sauf qu'encore faut-il avoir des administrations qui sont prêtes à remplacer les précédentes. Et il n'avait pas. Voilà. Il n'a toujours pas. Mais ce qui pose une question, c'est celle du réel pouvoir d'un président américain. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un président qui n'est pas un va-t-en-guerre, qui est quelqu'un qui aime bien... il n'est pas le chef des armées comme vous l'avez... oui, vous l'avez très bien rappelé, quelqu'un qui met la pression pour ensuite négocier, mais il y a un état profond et c'est ça qui peut déclencher le feu aux poudres. C'est-à-dire que vous avez quand même des... On a toujours dit que le véritable maître du monde, c'était le président français qui avait quasiment tous les pouvoirs entre ses mains. Alors évidemment, avec une armée moins importante, et puis avec l'Europe au-dessus, avec moins de pouvoir économique, bien sûr. Mais sur les relations internationales, je pense que c'est vrai. Le président américain est quand même le commander-in-chief des forces armées. Et c'est lui qui détient les ordres d'attaque, comme pour le nôtre, mais il faut qu'il ait un consensus. Oui, mais regardez avec la Russie ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on avait un président Trump qui voulait un réchauffement des relations, et l'État profond américain on a créé une fausse polémique sur les intrusions russes dans la campagne. Est-ce qu'il n'y a pas quand même au cœur de cette histoire le fait que les États-Unis veulent absolument mettre l'Iran à genoux, avec des sanctions bancaires, des sanctions pétrolières, en nous interdisant, nous, Européens, de commercer avec l'Iran? C'est-à-dire qu'il y a dans l'idée de Mike Pompeo, notamment, et de John Bolton, le secrétaire d'État, l'idée du régime change, c'est-à-dire de changer le régime par les blocus économiques. C'est une idée qui est constamment présente dans la mentalité américaine. Ça. Qui est très américaine. Exactement. Ça n'avait pas marché avec Saddam Hussein entre 1991 et 2003. Donc ils ont dû inventer une fausse guerre et des informations bidons, histoire de mettre le pays en guerre. Voilà. Et ça ne marche pas non plus en Iran, là, parce que le blocus a plutôt pour effet de créer un réflexe nationaliste en Iran et de pousser la population iranienne, au contraire, à faire bloc. Son régime. Et il y a une comparaison historique qui s'impose. Quand Hitler attaque la Russie à l'été 1941, il y a une union sacrée qui se forme autour de Staline, alors que jusque-là, Staline était extrêmement contesté à l'intérieur de la Russie, l'Union soviétique de l'époque. Ça tombe bien que vous parliez de la référence historique des guerres qui ont démarré, parce que moi je ne crois pas qu'il y aura une guerre à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a des pressions énormes, on montre ses muscles. L'image du gorille des montagnes me fait rire, mais elle est certainement vraie. Quand Hitler a attaqué l'Europe,
quand le Japon a attaqué les États-Unis. Il n'y a pas eu de muscles montrés avant. Il y avait des amas de troupes, il y avait une industrie d'armement qui avait été relancée. Tout le service de renseignement disait que l'Allemagne serait armée, que le Japon était armé et vindicatif. Mais ils n'ont pas fait monter la tension quelque part, et sûrement pas dans l'endroit où ils allaient attaquer. C'est pour ça que je rejoins Charles de Bourbon-Parme. La guerre commence pas là où on pense qu'elle va commencer, elle commence toujours ailleurs. Voilà. Oui, alors concernant les chiites, on est dans un creuset là, il y a des guerres de religion. C'est le détroit d'Ormuz. Il y a des guerres de religion. Moi, ce que je dirais juste, c'est qu'on a un risque de dérapage. La situation... mais un dérapage ne crée pas une guerre. Il y a Israël au cœur de la zone quand même, qui est une puissance nucléaire, qui peut se sentir menacée. Attendez, j'ai pas terminé. Simplement, il y a la question des sunnites et des chiites. Voilà. Et en fait, un peu comme chez nous, d'ailleurs, avec les différents pays, Turquie, Algérie, Maroc, et leurs imams importés chez nous, se livre une guerre, comme vous venez de le dire, de religion par pays interposé. Donc, c'est hautement incandescent. C'est hautement incandescent, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura... Vous savez, j'ai lu avec intérêt le livre de Huntington sur le choc des civilisations, et il montre bien que les pays de rang 1 calment les pays de rang 2 lorsque ces pays de rang 2 menacent leur hégémonie eux-mêmes et leur commerce. Donc l'Iran, l'Arabie Saoudite sont des pays de rang 2 et ils vont se faire calmer très vite si les grands pays de rang 1 que sont la Russie, les États-Unis, la Chine, pour ne citer que, trouvent qu'on leur marche trop sur les pieds. Qui pourrait être pacificateur, Laurent? Alors, il y a un pays qui est très pacificateur actuellement au Moyen-Orient, c'est la Russie. Oui. La Russie a pris la main sur le Proche-Orient à la faveur de son intervention depuis 2013, et la Russie est un pays hautement pacificateur. C'est ainsi que, par exemple, les Russes empêchent le Hezbollah, qui est installé au Liban et qui est un mouvement radical chiite, l'empêche d'attaquer Israël. Les Russes... Donc il y a une ligne de communication entre Israël et la Russie en ce sens. Oui, les rapports entre Moscou et Tel Aviv sont très bons. C'est à ce point vrai que les Russes ont réussi à nouer des bonnes relations avec tous les États du Moyen-Orient. Moscou et Jérusalem. Alors que, justement, ils ont des aussi bonnes relations avec Israël d'un côté qu'avec l'Iran. Et finalement, Israël est très content d'avoir comme interlocuteur en Syrie, d'avoir la Russie comme interlocuteur en Syrie, parce que sinon, c'est les seuls qui peuvent non seulement ralentir les passes d'Aran, et puis aussi aider au dialogue avec la Turquie, qui est aussi l'autre État qui essaye de grignoter la Syrie. Pour l'instant, qui n'est pas impliqué dans non, mais pour revenir non, mais c'est les trois puissances régionales. C'est-à-dire que vous avez l'Arabie Saoudite et l'Iran qui se livrent un match, et vous avez la Turquie aussi qui essaye de tirer sa part du jeu. Vous savez que quand même Erdogan essaye de reconstituer l'Empire ottoman à son profit. Mais pour revenir à Charles de Bourbon-Parme, l'Iran, depuis 2-3 jours, tous les voisins de l'Iran qui étaient très virulents jusqu'à maintenant se sont beaucoup calmés, je trouve. Et alors je ne sais pas si on peut dire ça de l'Arabie Saoudite, mais depuis eux aussi ils ont mis de l'eau dans leur vin. Ils ont mis de l'eau dans leur eau. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais tout autour de l'Iran, enfin tout ça, depuis 2-3 jours, sauf ça s'est beaucoup calmé. Plessis dit qu'en gros, il y a des chances pour que ce soit eux qui aient voulu couler des pétroliers, ou en tout cas qui aient fait des gesticulations qui montraient que ça serait possible. Oui, et on voit bien comment les documents présentés par les Américains sont contestés par tous les experts qui disent tous ça ne prouve rien. Alors qu'est-ce qu'ils essayent de faire, les Américains, là qu'est-ce qu'ils veulent nous faire croire? Qu'est-ce qu'ils veulent cacher? Donc il y a probablement une puissance locale, que je pense être l'Arabie Saoudite, qui fait des mauvais coups pour envenimer la situation. Et les Américains cachent ces manœuvres-là. À l'intérieur de l'État américain, il y a des avis très, très divergents. Il est clair que John Bolton est un va-t-en-guerre, il a toujours été. C'est un faucon, donc? C'est un faucon. Il est conseiller à la sécurité et il joue un rôle très, très important. Et Trump le contrôle très peu, très mal. D'accord. Parmi les parties prenantes de l'accord iranien pour le nucléaire, il y avait l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, les États-Unis et la Chine. Quelle pourrait être la place des trois grandes puissances européennes? Quel rôle vont-elles pouvoir jouer? De toute façon, on voit bien l'impuissance européenne constamment. On l'a vu. Je tiens juste à rappeler une chose, c'est que hier, Patrick Shanahan, qui était le secrétaire d'État à la Défense,
il a démissionné, soi-disant pour... Acting secretary, soi-disant pour une affaire... fonction de... Oui, enfin, il était par intérim, mais bon. Mais pour une affaire, soi-disant, familiale, il avait battu sa femme, un journal a ressorti l'affaire, je ne sais quoi. Bon, ça, bon, c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'il y a une crise au sein de la Maison-Blanche, justement, au sujet de cette affaire du détroit d'Ormuz. Et donc, il a été remplacé par Mark Esper, qui est le secrétaire d'État à la Défense par intérim. Et donc, voilà, c'est encore un signe assez intéressant d'observer actuellement les tumultes internes à la Maison-Blanche en pleine crise du détroit d'Ormuz. Et c'est la preuve aussi que l'administration américaine a du mal à trouver des hommes de poids pour occuper ces fonctions, me semble-t-il. Oui, mais c'est ça. Il y a actuellement des débats internes dans la classe dirigeante américaine. Trump avait fait sa campagne et il est toujours dans l'idée qu'il faut désengager les États-Unis des théâtres d'opérations diverses et variées. Et il y a une bonne partie de l'État profond qui s'insurge contre cette tendance-là et qui, au contraire, veut maintenir l'interventionnisme américain. Vous posiez la question, Franck, de ce que pouvaient faire les 3 pays européens membres de l'accord iranien sur le nucléaire face à la situation. Je suis d'accord, pas grand-chose en tant que 3 pays européens individuellement. Il est certain que la France aurait là, encore une fois, un rôle singulier à jouer si elle avait le courage et le président nécessaire pour le faire. L'Allemagne n'a strictement aucun rôle à y faire parce qu'elle n'est qu'une puissance économique. Elle est un nain militaire à l'étranger. Elle n'a jamais voulu faire quoi que ce soit. Donc, ceux qui ont le feu nucléaire, le Royaume-Uni et la France. Voilà, et le Royaume-Uni est l'allié traditionnel, je veux dire, main dans la main des États-Unis sur ces histoires de politique étrangère, tant que ça ne touche pas leur zone de leur précaré à eux, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a vraiment que la France qui devrait avoir un rôle. Comment ? Mais Macron est dans la main des Américains. Mais Macron, alors je ne dis pas qu'il est dans la main des Américains, mais je dis surtout que voulant jouer sa carte européenne comme futur premier président de l'Europe, il nous brade à des concepts qui sont inutiles, à des utopies et qui nous affaiblissent, ce qui nous rend aussi faibles que les Allemands sur la politique étrangère à ce niveau-là. C'est un esprit chimérique. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas notre zone quand même d'influence normale, mais on a quand même des relations économiques très fortes avec les États, les Émirats, à qui on vend pas mal d'armement, qui est essentiel pour eux face à leurs très gros voisins saoudiens. Les Émirats ont bien plus à craindre de l'Arabie saoudite, bien qu'étant sunnites eux-mêmes, que de l'Iran, qui est juste de l'autre côté du détroit et à 40 km. Moi, j'ai volé très souvent dans ces régions-là. Je vais vous dire, c'est un tout petit pays. Ce qui pose un réel problème. Là, vous dites en pleine mer, mais la pleine mer, là-bas, c'est 1 kilomètre. On vend des armements aux deux. C'est-à-dire qu'on vend des armements aux Émirats et à l'Arabie saoudite. Mais les Américains aussi. Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est parce que les États-Unis le font qu'on est fondé à le faire ? Il y aura un jour une réelle question à poser, c'est la question de la légitimité de la vente d'armes de la part de la France à des États comme le Qatar et l'Arabie saoudite. Je sais très bien qu'il y a des intérêts commerciaux pour vendre notre Rafale, pour vendre... des intérêts économiques majeurs en France. Mais d'accord. Des centaines de milliers d'emplois, on parle. Oui, mais est-ce que ça justifie de le vendre à l'Arabie saoudite ? Je suis désolé, c'est un État voyou. Vu ce qu'elle fait au Yémen. Et là, pourquoi la France ne le dénonce pas aussi fortement ? Là, vous me faites un peu penser au raisonnement qu'on tient en écologie. C'est-à-dire qu'on prétend être les meilleurs écologistes du monde et en pénalisant et en suscitant un mouvement comme celui des Gilets jaunes pour abaisser les rejets de 0,9% de CO2 dans mondiaux que représente la France, on va taxer et surtaxer les gens jusqu'à les étrangler. Si on ne vend pas d'armes à l'Arabie saoudite, on perd... Françoise Parly, dont je ne suis pas un fan... Florence Parly, dont je ne suis pas un fan, l'actuelle ministre des Armées, qui était passée avant Air France Cargo, directrice d'Air France Cargo, c'est pour ça que je ne l'aime pas trop, a fait un discours très précis sur la zone d'influence française dans les ventes d'armes, et je trouvais que là, elle avait marqué un point. C'est-à-dire que si on n'est pas là-bas pour leur vendre des armes, c'est d'autres qui vont le faire. Et il vaut peut-être mieux vendre des armes sous condition plutôt que de ne rien faire. Ok, ce sera le mot de la fin. Je vous propose de nous retrouver dans quelques secondes. Merci messieurs pour un sujet suivant. À tout de suite. Le sujet suivant est un sujet plus léger que les deux précédents. C'est celui du succès de la Coupe du Monde féminine de foot. Sujet inattendu, succès inattendu. Audience record
sur TF1, plus de 10 millions entre TF1 et Canal+, plus de 10 millions de téléspectateurs, 2 millions de moins seulement que le premier match des Bleus en 2018. Et j'ai bossé le sujet. Mais autrement dit, tout le monde s'attendait à ce que ça fasse 4 millions, ça en fait 10. TF1 en profite pour augmenter ses tarifs publicitaires. Moi, ce qui m'étonne, en dehors de TF1, c'est qu'il semble se dégager en France un consensus en faveur de ces femmes qui jouent au foot. Est-ce que ça vous touche? Est-ce que votre famille, est-ce que vous-même allez assister au match de 8e de finale qui va avoir lieu dimanche entre la France et le Brésil, probablement, au Havre? Est-ce que personnellement, chez vous, qui avez des femmes, chez vous, Charles de Bourbon parle. Alors, entre vos 3 filles et votre moi je trouve épouse. que regarder un match de foot où les joueurs sont des femmes, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Ouais. Et je trouve aussi que quand elles sont interviewées après le match de foot, il y a des choses à entendre. Ouais. Ça, c'est les 2 premières choses. Mais je vous laisserai regarder les interviews, Okay. vous verrez ça. Ouais. Et alors, maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que... vous attirez mon attention, vous faites du teasing, mais voilà, je dois rester comme ça. Mais moi, merci. tout ça, c'est de la publicité. C'est-à-dire que, comme les grandes chaînes de télévision publiques ne peuvent plus se payer les matchs de foot des hommes, parce que ce sont que des box sur lesquels vous devez avoir un abonnement pour pouvoir les avoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on va se rabattre sur les femmes, et puis on va faire la publicité, et la sauce a pris. C'est tout. Vous croyez que c'est une manip pour vendre de la pub? Mais c'est pour ça qu'il y a tant de spectateurs. S'ils étaient tous sur la box, il y en aurait moitié moins. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément... Ceci dit, je les aime beaucoup. Il n'y a pas forcément de manip ou d'intention. Ils constatent l'engouement et ils augmentent leurs tarifs, comme vous l'avez dit. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que... on découvrirait qu'il y a des sports qui ne sont pas réservés exclusivement aux femmes. Eh bien, tant mieux. Je veux dire, c'est comme si vous m'aviez dit qu'avant, je vous rappelle que le golf, d'abord, ça pourrait vouloir dire gentlemen only, ladies forbidden. Et en fait, c'était donc un jeu... Vous êtes golfeur? Oui, c'était donc un jeu qui était interdit aux femmes dans certains moments. Il y a des clubs qui sont même interdits. Moi, je trouve très intéressant que cette équipe de foot, rafraîchissante en plus féminine, nous montre ça. Ça tombe bien parce que dans la morosité française, on a besoin d'avoir des choses qui gagnent. Et ça a toujours été ça. On était très contents de l'équipe de France championne du monde pour la première fois en 98. Par contre, pourquoi est-ce que le sport féminin prend? Le tennis, par exemple. Il a pris à partir du moment où le niveau de technicité et d'engagement des matchs est devenu suffisamment intéressant pour les gens pour faire le pendant des matchs très spectaculaires des hommes. Non, Aujourd'hui, il n'y a pas de femmes conducteurs, coureurs de Formule 1. Je vous garantis que au Mans, il y a eu... Oui, mais il n'y a pas de championnat de Pour les F1. 24 heures du Mans, il y a eu des femmes. Il y a eu des femmes. Mais pour même les chose 24 au Paris-Dakar, mais pas en Formule 1. Et il y en a dans les rallyes, le Dakar ou des choses comme ça. Il n'y en a pas en Formule 1. Je vous garantis que le jour où la F1 va vouloir s'intéresser à avoir un championnat féminin de F1, il sera tout aussi spectaculaire. Mais pourquoi vous voulez séparer les hommes des femmes? Parce que peut-être en F1, je ne sais pas si ça se discute, je ne sais pas. Si les vitesses permettent de résister, c'est quand même une question de force physique et de résistance à la fatigue. Ben, vous savez, là, c'est à voir. Alors, vous savez, c'est ce qu'on disait sur les femmes. Je ne mets en rien leur capacité à le faire. Vous savez, il y a un sport d'équipe mixte qui existe. Ouais, exactement. Mais bien sûr. C'est un des seuls sports d'équipe où les équipes peuvent être mixtes. Okay. Je ferai juste... Laurent Arthur Duplessis, parce que je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça. Non, mais je sais bien que la femme est un homme comme un autre. Je sais bien non, je n'ai pas dit ça. On n'est pas femme, on le devient. Enfin, non plus. On n'a pas dit ça non plus. On cite Elisabeth Badinter ici. Je dirais simplement une chose pour répondre justement à la question pourquoi ne pas mélanger les deux sexes dans les mêmes épreuves sportives. En tennis, les Américains adorent organiser des matchs... Double mixte. Hommes contre femmes. Hommes contre femmes. Ah oui. Au tennis. Oui. Okay. Et c'est très bien payé pour les joueurs et les joueuses. Et ça intéresse pas mal le public. Oui. Et dans à peu près 8 ou 9 cas sur 10, c'est l'homme qui gagne. Oui, la puissance de service y compris parfois avec des joueuses qui sont en haut du classement et en face un joueur j'ai entendu ça, qui est très modeste dans le classement. Qui disait ça. Non, mais c'est pas uniquement... Je l'ai vérifié sur Internet. Je suis allé vérifier en prévision de sujet. Vous avez bossé pour venir ici? J'ai travaillé. Je travaille beaucoup. Moi, je suis un grand travailleur. Croire tout ce qu'il y a sur Internet. Et vous vérifierez vous-même, vous verrez que à peu près 8 fois sur 10,
c'est l'homme qui gagne. Ouais, enfin, on parlait du foot, alors Arthur Duplessis. Moi, il m'avait semblé que vous étiez un petit peu ronchon contre cette coupe du monde. Je crois qu'il y a un effet de mode, parce qu'actuellement, il y a un féminisme effervescent, donc ça joue sur un effet de mode aussi. Vous pensez qu'elle bénéficie de MeToo? Oui, il y a tout ça. Alors, effectivement, les publics, il y a un public pour le tennis féminin aussi, par exemple. Elles font le plein, les finales femmes, samedi à Roland-Garros. Mais c'est une fois que les matchs masculins, il y a saturation, les télévisions commencent à présenter les femmes et ça marche. Ça a marché avec le tennis, c'est en train de marcher avec le foot. C'est pas un peu condescendant, ça, comme on remarque? C'est parce qu'on a fait le plein des coupes des hommes qu'on va aller regarder les femmes? Mais ça marche. Et puis alors, il y a la beauté des joueuses de tennis aussi, qui jouent un rôle, certainement. Les joueuses de foot, tout le monde se souvient de Chris Evert. Il n'y a pas des spectateurs hommes pour les matchs de tennis hommes. Donc la beauté masculine pour les femmes. Le tennis est quand même bien plus gracieux que le foot. Et c'est pour ça que le tennis féminin conservera toujours un côté beaucoup plus... Ça ressemble à une danse. Le tennis est gracieux, je suis d'accord, mais les joueuses de tennis ne sont pas toutes gracieuses. Ah non, Serena Williams... J'adore votre passion pour le tennis, mais là on parle des femmes qui jouent au foot. Vous les trouvez moins gracieuses? Je voulais quand même vous citer une. Est-ce que vous savez de quand date la première Coupe du Monde masculine de foot? Une idée? 28. 1930. 28, je disais. Ok. Et la première Coupe du Monde féminine de foot? 20 ans plus tard. 1990. Et quand on a voulu l'organiser, qu'est-ce qu'il a été proposé par les hommes? C'est que les matchs durent moins longtemps, parce qu'elles étaient un peu plus faibles, les femmes, ça vous rejoint, et qu'on leur donne un ballon d'enfant. Parce qu'ils n'étaient pas capables de taper dans un ballon de taille réglementaire. C'est concernant. Voilà. Oui. Donc on vient de là. Là, ça revient à ce que je disais sur les capacités techniques. C'est vrai qu'avant, les femmes, l'entraînement dans les clubs des femmes étant moins poussé, ayant moins la musculation, tout ça, il est vraisemblable qu'avec un ballon pesant le même poids, la masse musculaire étant différente à l'époque et la technicité rendait les matchs un peu moins intéressants. Je crois qu'il est justement important de rappeler des réalités physiologiques. L'appareil, la capacité respiratoire d'un homme est nettement supérieure à celle d'une femme. En moyenne, hein. Je dis oui, mais j'ai bossé le sujet, moi aussi. L'appareil osseux d'un homme est beaucoup plus puissant que celui d'une femme, et de même que l'appareil musculaire aussi. Mais c'est la nature qui est machiste, alors. Voilà, et donc la nature est macho. Alors, c'est les Grecs qui avaient institué les compétitions sportives olympiques, c'était des compétitions d'hommes. Bon. Et c'était en réalité... les femmes n'avaient pas le droit de vote, c'était pas des citoyens. C'était une culture. Non, mais l'esprit de départ, c'était l'exaltation des vertus viriles. Et les vertus féminines étaient exaltées dans la Grèce antique par la danse, par exemple. Les sculptures grecques témoignent du rôle de la danse, par exemple, dans la culture grecque. Laurent Arthur Duplessis, est-ce que vous êtes en train de me dire que vous préféreriez que les femmes jouent à la poterie plutôt qu'au football et qu'il faudrait les renvoyer au vestiaire? Non, je préfère les regarder dansant que jouant au foot. Voilà. D'accord. Vous n'assimilez pas un bon dribble à une danse. Oui, moi c'est un choix personnel. Moi je m'intéresse très peu au foot. Je préfère le rugby. Il existe aussi du rugby féminin qui pose d'autres problèmes parce que les chocs et les percussions, compte tenu de la morphologie d'une femme par rapport à celle d'un homme. Mais bon, oui, mais il y a de la boxe. Il y a de la boxe féminine. Il y a du MMA féminin. Et je vais vous dire. Est-ce qu'il y a des équipes masculines de ballet aquatique? Il y a le fameux film qui était très drôle d'ailleurs et sympa. Tout ça. Mais ça nous fait... Le grand bain, ça s'appelle. Le grand bain. J'ai beaucoup aimé. C'est très intéressant parce que en fait, ça nous fait réagir sur un problème beaucoup plus de fond. C'est-à-dire que, bien sûr, hommes et femmes peuvent faire différentes activités. On peut faire de la danse à un homme et du rugby à une femme. Mais la question, c'est en quoi, ontologiquement et anthropologiquement, l'homme et la femme excellent. Et là, pardon, je vais faire quelque chose qui... on va me reprocher d'essentialiser les sexes, mais je reste persuadé que s'il n'y a pas de schéma et de rôle attitré, parce que bien sûr il y a une souplesse en fonction des époques, il y a quand même des rôles et des domaines dans lesquels la femme excelle et d'autres dans lesquels les hommes excellent. Et je suis désolé, le côté gracieux d'une femme qui danse, ça sera jamais pareil que celui d'une femme qui fait du rugby. Juste un petit mot parce que... Rappeler ça, c'est être machiste, tant mieux. Voilà. Ok, on aura des communications
communication là-dessus. Ça, c'est sûr qu'on va nous taper. Et si les femmes ont envie de courir après des ballons, ça me dérange pas. Alors d'autant plus que quand elles courent, elles sont libres. Elles courent le même nombre de kilomètres. Hein. Qu'on l'impose pas comme un schéma. Mais j'ai pas envie d'être essentialiste, comme vous le dites, à juste titre. On ne cherche pas la performance. Ce qui passe bien, ce qui est intéressant dans le sport, encore une fois, Coubertin l'avait dit, l'essentiel est de participer. C'est sûr que si on gagne dans des compétitions à armes égales, parce que quand elles sont faussées, hommes contre femmes, pour certains jeux plutôt que pour d'autres, ça n'a aucun intérêt. Mais très sincèrement, si elles ont envie de faire une compétition féminine de foot et que ça trouve son public, tant mieux. Mais personne ne les empêche. Moi, ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que bien sûr, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais je trouve, et c'est mon opinion, qu'il y a un domaine dans lequel la femme excelle et l'autre dans lequel l'homme excelle. Après, chacun fait ce qu'il veut. Benoît Dumoulin. Je m'enfonce et j'assume. Ok. Est-ce que vous savez, en fait, il y a eu des sondages, bien entendu, pour savoir pourquoi il y avait de l'engouement. Eh bien, un des arguments qui est avancé par les téléspectateurs et les téléspectatrices, c'est que finalement, on constate que les femmes, elles font moins de chichi. Elles tombent pas en se roulant sur la pelouse, comme si on leur avait cassé la jambe pour se retrouver à gambader 10 secondes plus tard, et qu'elles contestent moins les décisions des arbitres. Ah oui. Donc elles sont plus fair-play. Voilà. C'est ce que je disais dans l'introduction, elles font moins de cinéma. Oui, c'est ça, elles font moins de cinéma. Et du coup, il y a une adhésion qui est supérieure. Finalement, c'est comme si elles revenaient au foot. J'entendais ça l'autre jour, il y avait un footballeur professionnel qui disait que les femmes, elles jouaient comme dans les années 60. Au niveau technique, mais aussi en termes de respect des règles et du fait que c'était un sport, on tombait et on se relevait et on avançait. Hein, ça, c'est quelque chose qui est susceptible d'éveiller votre envie de voir les matchs. Je trouve ça très émouvant, ce que vous dites. Non. Oui, enfin, en même temps, ça peut être un exemple, non? Hein, ça, c'est pas gentil. L'ironie, c'est pas gentil. Ça, c'était pas gentil. Je le note pour une prochaine fois. Je saurais m'en souvenir. Non, ce qu'il y a encore une fois, c'est qu'il y a les différences suffisantes sur le terrain entre des équipes comme l'équipe de France qui apparemment est très performante, très bien entraînée avec des programmes sérieux et d'autres équipes qui malheureusement se prennent des 13-0 de la Thaïlande, je crois. Donc du coup, il n'y a pas besoin de rajouter la triche, la fausse douleur, se rouler par terre 3 fois quand on a été touché juste à l'épaule en se tenant le tibia, ensuite quand on se relève, enfin c'est même plus ce qu'on a fait. C'est du cinéma, ça. C'est de la commedia dell'arte. Donc ils sont dans le foot effectivement traditionnel aujourd'hui. Tant mieux. Je me posais une question en vous écoutant parler. Pourquoi il n'y a pas de championnat féminin d'échecs ? En tout cas, à ma connaissance, au niveau mondial. Pourquoi d'ailleurs on n'a pas encore eu un champion d'échecs face à une championne dans le truc? J'allais dire une remarque très méchante, c'est parce qu'il y a un jeu de dames, mais enfin bon. C'était une boutade. Là, j'irai regarder, parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison, mais c'est pareil. Donc, encore une fois, si on veut mixer les championnats, comme vous parliez du tennis homme contre femme, pour moi, ça a peu d'intérêt, homme contre femme, parce qu'en fait, on cherche à montrer quoi? La supériorité du genre masculin sur le genre féminin ou quelque chose de musculairement. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a strictement. Par contre, il existe des jeux très sociaux et très intéressants que sont les doubles mixtes et que les Américains, dont les Anglo-Saxons raffolent. Et moi, je trouve ça très bien, le double mixte. Et Patrick, au golf, les hommes et les femmes peuvent jouer ensemble. Absolument, avec des départs. Exactement, avec des départs à des longueurs différentes, des distances du trou différentes. Et d'ailleurs, je vous rappelle que les classements au tennis sont d'ailleurs destinés à ça. Cette notion de handicap que nous avons au golf et qui existe, qui permet d'avoir des départs différenciés en longueur et même en orientation. Au tennis, le 15-3, 15-4, etc., ça revient à ça. Ça veut dire que vous donniez 15 points d'avance à votre adversaire tous les 4 jeux ou tous les 4... Et au polo, pareil. Je connais pas, mais voilà. Polo, pareil, bien sûr. Donc c'est destiné, en fait, ce sont des jeux sociaux. Et faire société, c'est être capable d'avoir des jeux ensemble. Les compétitions de golf sont mixtes? Non, elles ne le sont pas. Les compétitions ne le sont pas, mais on peut jouer avec... Il peut y avoir des compétitions mixtes organisées, même par les fédérations, il peut y avoir des compétitions mixtes dans des formules très définies. Oui, mais c'est très annexe. Ce sont des compétitions de clubs, ce ne sont pas des compétitions internationales. Ce ne sont pas des compétitions internationales. Oui, c'est bien ce qui me semblait, parce que le golf, c'est comme pour le reste, la capacité physique. Quand vous vous savez... Non, mais il n'y aurait pas de souci au golf à faire des compétitions mixtes. Vous savez très bien
que ce qui fonctionne pour qu'un jeu, un sport fasse société, c'est-à-dire intéresse la totalité de la population et pas seulement avachi devant un écran avec une bière et un paquet de chips ou une pizza, c'est la capacité qu'on a à se projeter à le faire. Et si vous avez des champions à un endroit qui vous montrent ça, derrière, c'est pris, et on le voit bien, l'engouement des jeunes derrière. C'est ça, moi, qui m'intéresse dans la société. C'est pas le fait d'avoir un champion qui va gagner 3 millions d'euros par mois ou 300 000 euros par jour. Hein. Cela dit, on peut remarquer une chose à ce sujet-là, c'est que les profs de sport disent qu'ils ont de plus en plus de mal maintenant à organiser des compétitions au sein des établissements scolaires, etc. Parce que les jeunes, ils sont plus sur les cours de sport, en majeure partie. Ils sont devant les jeux électroniques. Alors, l'idée que les champions entraînent la pratique sportive, c'était vrai il y a 40 ans, ça n'est plus aujourd'hui. Alors, il se trouve que pour le football féminin, la présence des Bleus dans la compétition fait qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui s'inscrivent dans leur club. Et d'ailleurs, il commence à s'instituer des rivalités, puisqu'il n'y a qu'un seul terrain de foot, qui a 24 heures pour l'occuper, et que c'est pas si simple de trouver des créneaux pour organiser des compètes et des entraînements pour les hommes et des compètes et des entraînements pour les femmes. Et on les mélange toujours pas, en fait, dans les entraînements. Allez, vous en remettez une louche, ce sera le mot de la fin, je vous le laisse. Je vous remercie, messieurs, c'était marrant, c'était informé, c'était puissant, et je vous redonne rendez-vous dans 15 jours. À bientôt.